Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Canal 7, la nouvelle chaîne panafricaine qui émet de Libreville. Nous sommes le dimanche 21 septembre et il est 20h. Au sommaire de cette édition d'information, d'abord la République démocratique du Congo et cette visite de travail de Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. C'est le premier voyage du chef de l'État congolais après le rapatriement en février dernier de 150 000 personnes vers la RDC et la crise diplomatique qui s'en est suivie. Au Kenya, un an après l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi, perpétré par un commando islamiste, ce pays de la Corne de l'Afrique a rendu hommage ce dimanche aux 67 victimes de la tuerie. En RDC, Joseph Désiré Kabila Kabange a reçu son homologue Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. Cette rencontre est la première du genre après les grandes opérations de rapatriement des réfugiés originaires de la RDC qui avaient donné lieu à une grosse tension diplomatique entre les deux pays en février dernier. Compte rendu de ce voyage avec nos confrères d'Afrique Actualité. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a effectué vendredi une visite de travail de quelques heures à Kinshasa avec son homologue de la RDC, Joseph Kabila Kabange. C'est le premier tête-à-tête entre les deux présidents depuis les opérations d'expulsion entre avril et mai dernier de plus de 170 000 ressortissants de la RDC à la suite de l'opération Bataille à Mukolo, traduit en français par Gifle de l'aîné. La visite du président Sassou à Kinshasa vise à normaliser les relations tendues entre les deux pays. Denis Sassou Nguesso est venu à Kinshasa pour un nouveau départ, une nouvelle ère de coexistence pacifique entre les deux capitales les plus proches du monde. Kabila et Sassou ont décidé de mettre en place une commission d'enquête sur les expulsions de Brazzaville. Cette commission entre Brazza et Kinshasa devra notamment enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme qui ont émaillé les expulsions. En attendant le parachèvement du processus de ratification de la Convention sur la circulation et l'établissement des personnes et des biens signés par leurs pays respectifs à Kinshasa le 3 juin 2014, les deux chefs d'État ont convenu d'instruire les experts des deux parties, examiner les modalités pratiques de la reprise du commerce transfrontalier entre les deux pays, proposer les modalités de coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la criminalité urbaine dans les grandes villes des deux pays, faire des suggestions au gouvernement des deux pays sur toutes les questions d'intérêt commun. Sassou et Kabila se sont mis d'accord pour que les experts de deux pays se retrouvent dès le mardi 23 septembre à Kinshasa pour le début des travaux de cette commission. Le Mali est un et indivisible, c'est en tout cas le message entendu vendredi dans les rues de la cité des Askia à Gao au Mali. Toutes les communautés de cette ville historique se sont retrouvées pour parler d'une seule voix et dire non, évidemment, à toute idée d'indépendance et de fédéralisme de leur territoire. Cette marche a été suivie par Nyanya Traoré d'Afrique Actualité. La cité des Askia, Gao, dit non au fédéralisme, non à l'indépendance, non à l'autonomie, oui à l'intégrité du Mali. Ils étaient plus d'un millier de marcheurs à prendre d'assaut les rues de Gao, principale ville du septentrion malien située à plus de 1210 km de la capitale Bamako. Une manifestation contre toute forme de division du Mali. Un pied de nœud en tout cas aux groupes armés qui montent la surenchère à Alger. Nous, représentants de la coordination des jeunes patriotes de Gao, des jeunes n'ont pas bougé de Gao, du CMFPR de Gao, du MAA de Gao, du Gatia de Gao, des commerçants détaillants de Gao, des chauffeurs de Gao, des associations féminines de Gao et de toutes les forces vives de la région de Gao, soucieux du devenir, de l'avenir de notre nation et de l'importance des discussions entreprises à Alger et qui engagent notre avenir. Nous soutenons vivement la position des représentants de Gao et de l'État dans les pourparlers enclenchés à Alger. Cette marche pacifique avait pour but de montrer à la communauté internationale que les populations de Gao ne sont ni de près ou de loin associées aux revendications des indépendantistes et autres aventuriers qui crient à leur nom et à leur place à Alger. C'est également une manière de soutenir le président de la République dans sa volonté de maintenir le Mali uni.
La marche est partie de la place des Martyrs pour prendre fin à la place de l'Indépendance en face du gouvernorat. Sur place, les marcheurs ont remis une déclaration au chef de l'exécutif régional. L'actualité sur le continent, c'est aussi la présence du virus Ebola. Au Sénégal, le gouvernement a annoncé la fin du suivi des sujets contacts du cas confirmé de ce virus. Les 74 personnes ayant été en contact avec le jeune malade venu de Guinée sont saines et sauves. Mais la vigilance reste de mise puisque le retour de vacances de plusieurs milliers d'élèves pourrait provoquer de nouvelles alertes. Aziz Maïga, aux commentaires. Le gouvernement sénégalais a mis fin au suivi des sujets contacts du cas confirmé de maladie à virus Ebola. L'information est tombée jeudi. Selon le ministre de la Santé, aucune des 74 personnes qui avaient été en contact avec le jeune Guinéen, porteur du virus et arrivé au Sénégal il y a 3 semaines, n'a développé la maladie. C'est qu'après 21 jours de suivi, le risque de dissémination de la fièvre à virus Ebola à partir du cas qui a été diagnostiqué est en conséquence donc nul pour notre pays. Pourtant, la vigilance reste mise. Le dispositif d'alerte sera maintenu au plus haut niveau, surtout aux frontières. Le retour de vacances de plusieurs milliers d'élèves va donner lieu à la mise en place d'un mécanisme de surveillance adéquat qui devrait permettre de s'assurer pendant 21 jours qu'ils n'ont pas été atteints par le virus lors de leur déplacement dans les pays infectés. Le virus Ebola qui ne lâche pas l'Afrique de l'Ouest, au Libéria, l'ampleur des dégâts causés par ce virus a mené les organisations internationales à solliciter l'aide des chefs coutumiers pour passer les messages de sensibilisation. Ces auxiliaires de commandement sont totalement mobilisés depuis ce samedi. Un reportage d'Uriel Abaga. Des membres du Conseil traditionnel national se sont adressés ce samedi à la population libérienne au sujet de la fièvre hémorragique Ebola. Les chefs coutumiers des 16 tribus du Libéria se sont servis de la radio nationale et de la sensibilisation de proximité pour donner aux diverses populations les mesures à prendre pour éviter les contaminations et la propagation du virus. Ils ont eux-mêmes été sensibilisés au cours d'une réunion avec les autorités politiques et les représentants de l'OMS. On nous a dit de ne pas baigner nos morts, de ne pas toucher le vomi et de ne pas manger de la viande d'animaux sauvages. Et c'est la même chose que nous répétons aux gens autour de nous pour éviter ces problèmes. Et aussi d'éviter les contacts corporels, d'éviter les étrangers à cause d'Ebola. Ebola existe, c'est pour de vrai, il ne faut pas se voiler la face. Le premier défi auquel feront face ces garants de la tradition est l'attitude des populations toujours incrédules. En effet, plusieurs personnes ne croient toujours pas en l'existence d'Ebola ou ne veulent pas prévenir les personnels médicaux quand l'un de leurs proches est atteint du virus. Une vidéo de personnes qui ont survécu à la maladie a été présentée au conseil traditionnel. Les victimes de l'épidémie peuvent donc s'en sortir s'ils acceptent l'aide des personnels soignants. On parle encore d'Ebola. Les stratégies de lutte contre cette épidémie se mettent en place. À Nairobi, les ministres en charge des Affaires étrangères, des Transports et de la Santé des pays d'Afrique de l'Est, avec des représentants de l'Organisation mondiale de la santé et des membres des organisations intergouvernementales, se sont réunis. Une rencontre de 2 jours pour discuter des mesures susceptibles de freiner la propagation du virus Ebola qui menace aujourd'hui tout le continent africain. Tom Marouko s'en fait l'écho. 2 jours de réflexion pour trouver une réponse complète à l'épidémie d'Ebola. La réunion des ministres des pays d'Afrique de l'Est qui s'est tenue à Nairobi au Kenya n'a eu qu'un seul but, intensifier les efforts de lutte contre le virus. L'Organisation mondiale de la santé recommande qu'il n'y aura aucune mesure affectant la circulation des personnes et des marchandises. Je recommande donc que le Comité international d'urgence, en rapport avec le dépistage des personnes, mette tout en œuvre pour détecter et gérer les cas soupçonnés d'Ebola. La rencontre, qui intervient au moment où l'épidémie continue de gagner du terrain, a été l'occasion pour les participants d'élaborer de nouvelles stratégies pour arrêter la propagation de la maladie. En ce qui concerne la proximité avec les pays touchés, je pense que l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi sont très proches de la RDC, ce qui n'est pas le cas pour la Tanzanie.
nous avons pris un certain nombre de mesures en rapport avec les questions frontalières, tout en respectant bien entendu le principe de libre circulation dans notre espace. Dans le communiqué marquant la fin des travaux, les ministres en charge des Affaires étrangères, de la Santé et du Transport des pays d'Afrique de l'Est, ainsi que des représentants de l'Organisation mondiale de la santé et des organisations intergouvernementales, se disent prêts à apporter le soutien nécessaire aux pays touchés par l'épidémie. Encourager la recherche sur Ebola et sur d'autres fièvres hémorragiques virales, y compris la recherche sur les médicaments, sérums et vaccins, fournir un appui technique et logistique aux pays touchés, être réactif et fournir un leadership de haut niveau sur la gestion des cas. La région d'Afrique de l'Ouest reste la zone la plus touchée par le virus. Si l'OMS estime que le pire reste à venir, la maladie, elle, a déjà fait plus de 2400 victimes sur environ 2800 cas recensés essentiellement en Afrique. On reste donc au Kenya où le peuple a célébré le premier anniversaire de l'attentat du centre commercial Westgate de Nairobi, un massacre orchestré par un groupe islamiste qui a causé la mort de 67 personnes en 4 jours. Un an après, le traumatisme pour les survivants, pour les familles des victimes et pour toute la population est encore perceptible. Regardez ce reportage de Marina Mundeman. Le Kenya a rendu un vibrant hommage ce dimanche aux 67 victimes disparues lors de l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi l'an dernier. Un attentat qui laisse des conséquences morales à de nombreuses familles. Le traumatisme provoqué par ce bain de sang est toujours présent. Quand je vois la police, si vous demandez à mes voisins, quand je vois quelqu'un avec un pistolet, je me mets à trembler et je me dis que cet incident peut me suivre comme mon mari. Comme d'habitude, la vie est dure, les enfants sont petits, je n'ai pas de travail, ils veulent une éducation, ils veulent de la nourriture, je dois payer le bail, ils veulent un loyer. Mes beaux-parents m'ont rejeté, donc je ne les vois pas et de mon côté de la famille, on n'est pas très stable. Je ne peux pas compter sur eux pour s'occuper de mes enfants. Je suis seule maintenant. Pour rappel, le centre commercial Westgate avait été attaqué par 4 assaillants armés de grenades et de kalachnikov et qui ont tenu tête à la police pendant 4 jours. Mon beau-frère a reçu un appel, on lui a dit que quelques personnes essayaient d'entrer et que puisque Maurice était un garde de sécurité, il devait y aller pour les empêcher d'entrer. Mais quand il est arrivé au centre commercial, il n'a pas même pu leur parler. Ils lui ont tiré 8 fois dessus, on l'a amené à l'hôpital de Mpsha. Et ce que j'ai vu là-bas, je ne peux même pas en parler. Le procès des présumés coupables de cette attaque a débuté depuis janvier dans la capitale kenyane, où l'on juge 4 hommes. Hussein Hassan Mustafa, Mohamed Hamed Habdi, Liban Abdullah Omar et Adan Mohamed Habdi Kadir, pour avoir aidé les insurgés à se procurer le véhicule qui a servi lors de l'attaque. Mais l'audience a été ajournée et reportée pour le 23 septembre prochain. En économie, le marché chinois s'ouvre à l'arachide sénégalaise. C'est l'aboutissement de 6 années de discussions. Cet accord devrait donc permettre d'optimiser la filière de l'arachide au Sénégal, mais cela implique d'assainir l'environnement de la production et de la commercialisation de ce produit. Reportage de Roland Djakou. L'arachide au Sénégal est désormais accepté en Chine, suite à des négociations difficiles et longues qui datent de 2008. Face à la presse ce mercredi, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural s'est félicité de cet accord qui devrait permettre d'optimiser la filière arachidière. Nous sommes revenus de Chine avec une nouvelle que nous considérons comme une bonne nouvelle. Parce que l'arachide d'origine sénégalaise est désormais accepté en Chine. Et un accord a été signé à cet effet. De notre point de vue, cet accord va certainement induire de profondes et significatives mutations dans la filière arachidière sénégalaise. Il faudrait toutefois assainir l'environnement de la production et de la commercialisation de l'arachide. Il est important de préciser que la filière arachidière sénégalaise, telle qu'elle fonctionne actuellement, mérite des réformes profondes. Et dans le cadre de ces réformes, il ne faut pas exclure notre tissu industriel.
Le Sénégal souhaite obtenir de la Chine un accompagnement dans la transformation de ses produits agricoles, particulièrement l'arachide. Le rendement moyen par hectare de cette denrée est de 950 kg au Sénégal contre 3500 en Chine. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent mardi à l'Assemblée générale de l'ONU. Le sommet visera à donner un nouveau souffle aux négociations sur le réchauffement climatique. Une rencontre qui suscite d'ores et déjà des réactions à travers le monde, à l'instar de la grande mobilisation qui s'est déroulée dans les rues de New Delhi, en Inde, en faveur d'un accord définitif sur la production et la maîtrise des gaz à effet de serre. Carnot Atomomengue au commentaire. C'est une manifestation monstre qui a été organisée samedi dans les rues de New Delhi. Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées en prélude à la prochaine Assemblée générale de l'ONU mardi à New York. Le sommet vise en effet à donner un nouvel élan aux négociations sur le réchauffement climatique, sujet à achoppement en raison du déni de leurs responsabilités par certains États. Ici, dans la rue, les manifestants savent qu'il ne s'agira pas d'une session de négociation, mais les participants devraient annoncer des engagements qui faciliteront un accord définitif et contraignant à la prochaine conférence internationale de Paris fin 2015. Le réchauffement climatique préoccupe énormément l'Inde puisque le pays subit déjà les conséquences de changements climatiques dans les basses terres qui risquent davantage d'être inondées en raison de l'élévation du niveau de la mer et de la survenue d'orages de plus en plus violents. Selon des sources concordantes, l'objectif des négociations est de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Or, selon les scientifiques, si les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent à leur niveau actuel, la planète gagnera 4 à 5 degrés à la fin du siècle, de quoi alimenter les inquiétudes en Inde. Depuis le parachèvement des négociations de la Convention 4 sur les changements climatiques en 1992, l'Inde maintient le principe de la responsabilité commune mais différenciée, une position qui est souvent mal perçue. Pour la page culturelle de ce journal, nous allons au Nigeria où les créateurs et les passionnés nigérians et africains de bandes dessinées, de jeux vidéo et d'animation se sont retrouvés pendant 2 jours au Lagos Comic Con. Roland Djakou s'en fait l'écho. Le Lagos Comic Con a réuni hier samedi 20 septembre 2014 à Lagos au Nigeria les passionnés de bandes dessinées, de jeux vidéo et d'animation dans l'optique de valoriser le savoir-faire nigérien. Ce que nous voulons réaliser, c'est amener les gens de l'art visuel, de l'animation, des jeux vidéo, du cinéma, des arts et de la culture sur le même toit. Nous voulons éviter que chacun soit dans son coin. Nous voulons tous être sous un même toit afin de promouvoir l'art local, l'animation locale et l'industrie du jeu vidéo au Nigeria. Ce salon du geek a permis au public venu en masse d'apprécier les créations locales qui ont encore un peu du mal à dominer sur les comics étrangers. Le marché est là. Il est juste dominé par les comics étrangers. Marvel, DC, Tintin, Judge Dredd, tous ces comics. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que toutes ces choses que l'on a de l'étranger nous inspirent maintenant pour faire des comics qui sont plus locaux par rapport à notre pays. Bien que développée partout dans le monde, l'industrie du jeu vidéo n'existe pas encore en Afrique. Un gros marché où le Nigeria et le continent tout entier n'ont aucune visibilité. Ces créateurs africains, à travers ce salon, essayent de faire connaître l'Afrique dans le développement des jeux vidéo. En sport, la CAF a attribué samedi l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations 2019, 2021 et 2023 au cours de son Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au Caire, en Égypte. Le Cameroun organisera donc l'édition de 2019, la Côte d'Ivoire accueillera celle de 2021 et la Guinée ouvrira ses portes aux nations du football africain en 2023. Willy Tonangoy de Bambera. Il y avait pour abriter les CAN 2019, 2021 et 2023 5 pays candidats. Au finish, la Confédération africaine de football CAF a décidé hier samedi 20 septembre 2014 d'attribuer l'organisation dans l'ordre chronologique au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. L'annonce a été faite par le président de la CAF, Issa Yatou, lors d'une conférence de presse au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, à l'issue d'une présentation des dossiers et d'un vote de son comité exécutif. En tout, 5 pays s'étaient portés candidats, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Zambie. Le Cameroun, qui a organisé une CAN en 72, mentionne 5 stades dans son dossier et se présente comme un pays stable. La Côte d'Ivoire a accueilli la CAN de 84. Sa stabilité
Elle l'a retrouvé après la guerre civile de 2010-2011 et le gouvernement s'est engagé pour la réhabilitation des infrastructures sportives et hôtelières. La Guinée n'avait pas les faveurs des pronostics depuis qu'il est frappé par le virus Ebola qui a fait plus de 550 morts depuis le début de l'année. Le pays ouest-africain qui n'a jamais organisé de CAN a proposé 4 villes. La prochaine Coupe d'Afrique se tiendra quant à elle au Maroc du 17 janvier au 8 février 2015. La suivante en revanche, celle de 2017, n'a pas encore été réattribuée. La Libye s'étant désistée pour des raisons de sécurité. Le nouveau pays hôte sera annoncé au cours de l'année 2015 selon la Confédération africaine de football. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Denis Sassou Nguesso était à Kinshasa vendredi. C'était le premier voyage du chef de l'État congolais après le rapatriement de 150 000 réfugiés originaires de la RDC et la crise diplomatique qui s'en était suivie. Au Kenya, un an après l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi, perpétrée par un commando islamiste, ce pays de la Corne de l'Afrique a rendu hommage ce dimanche aux 67 victimes de la tuerie. Merci de nous avoir suivis. La rédaction et toute l'équipe technique qui ont préparé et réalisé ce journal se joignent à moi pour vous souhaiter un bon début de semaine. Au revoir et à bientôt.